Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h30 sur les antennes de la télévision Top Benja et c'est l'heure de votre principale édition d'information. En ouverture de ce journal, nous parlerons de politique, ensuite de société. Comme annoncé en prélude, nous parlons de politique. Les cadres du Parti pour le développement et la solidarité sociale de Maître Séraphin Dao Rembogo ont procédé à Libreville à une série d'installations de nouveaux militants, cérémonie qu'a pris part le président national de ce parti. La coordination du premier arrondissement de la commune d'Akonda du Parti pour le développement et la solidarité sociale s'enrichit de 100 nouveaux militants. C'est au siège du parti 6 au quartier Plein Niger à Libreville que les cadres ont procédé le 28 janvier 2018 à l'installation des néo-bâtisseurs en présence du bâtisseur en chef, Maître Séraphin Dao Rembogo. Dans son discours de circonstance, le représentant des nouveaux militants a exprimé la satisfaction de ces derniers avant d'égrener un chapelet de mots qui caractérisent la jeunesse, tout en manifestant leur volonté d'œuvrer pour une jeunesse plus responsable. Ce discours a vocation d'édifier la jeunesse sur les valeurs et les défis à relever afin de se hisser au rang d'une jeunesse dite émergente. La prise de conscience fondamentale et individuelle s'impose. L'option de l'isolement politique ne concourt pas au triomphe de nos idées défendues. Jeunesse gabonaise, malgré le fait que nous ayons en commun la foi chrétienne et la culture bantou, Dieu ne descendra pas du ciel pour venir faire le travail à notre place. Il viendra pour nous orienter vers la direction qu'il a définie. Au sortir de cette manifestation, le secrétaire général nous livre ici son sentiment. Nous pensons qu'un parti responsable doit s'implanter dans tout le pays. Nous n'avons pas besoin d'attendre les échéances électorales parce que nous pensons qu'en tant que troisième force politique de l'opposition du Gabon, nous avons le devoir de nous faire connaître à travers le Gabon et d'avoir nos structures dans tout le Gabon. Nous avons un message qui passe, un message qui attire. Voilà exactement les raisons de cette attractivité. Venus des différents quartiers du premier arrondissement d'Akonda, la présence de ces militants au siège du PDS témoigne de leur attachement aux valeurs de solidarité sociale défendues par le parti, mais aussi et surtout de leur volonté à être des acteurs dans la consolidation de l'état des droits et l'édification d'une société plus juste. À l'occasion de la deuxième journée marquant la célébration de la Sainte-Barbe à Port-Gentil, les pompiers de la capitale économique ont pris part à une série d'activités sportives. Le chargé du service sportif fait le résumé de la deuxième journée au micro de Castro Chibozo. Nous avons commencé par une marche tactique hier. Aujourd'hui, il était question que nous jouons au volet puis le jeu de société. Ça voudrait tout simplement dire le ludo et le damier. Ce sont les activités principaux qui ont fait les enfants, les pompiers et nos voisins qui sont venus aussi nous soutenir. Nous avions le volley-ball. Dans le volley-ball, nous avions 3 équipes. Nous avions la section A et la section B qui s'affrontaient. On jouait un mini-tournoi. Et les permanents. Ça veut dire, on peut parler des corpos. Donc, on jouait un mini-tournoi. Et de là, de l'autre côté, il y avait les jeux de société, comme je vous ai dit. Donc, il y avait le damier et il y avait le ludo. Les activités se sont bien déroulées.
Depuis hier, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu un incident majeur. Les activités sont vraiment bien déroulées et nous sommes très contents. On souhaite on demande au Seigneur que nous puissions continuer jusqu'à la fin, que rien n'arrive de grave. Face aux problèmes d'éclairage public et d'adduction en eau potable des populations du quartier Ondoro dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville, le ministre en charge de l'eau et de l'énergie, Patrick Eyogo-Idzon, a effectué une descente sur les lieux afin de constater de lui-même les réalités auxquelles sont confrontées ces populations. La difficulté de s'approvisionner en eau potable et l'éclairage public sont les mobiles qui ont conduit les populations du quartier Ondogo Désert, dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville, à interpeller le ministre en charge de l'énergie et des ressources hydrauliques, Patrick Eyogo-Idzon. Sous la conduite des habitants du quartier et de la notabilité dont le chef de quartier, le ministre s'est rendu compte des nombreux manquements. Des compteurs d'eau répertoriés mais qui ne reçoivent pas le précieux liquide. De plus, les détenteurs de ces appareillages achetés auprès de la Société d'énergie et d'eau du Gabon paieraient des factures sans consommer. Nous, on veut l'eau Ondoro. On veut la route. Parce que nous, on reste ici des semaines sans l'eau. On se réveille les heures impossibles pour aller ouvrir les compteurs à cause de fuite. Si les bandits aussi viennent nous attaquer là, ce serait aussi la responsabilité de l'État dit qu'allez-y enterrer les... L'eau vient à 3 h du matin. Il faut venir ouvrir les compteurs parce qu'il n'y a pas... on fait des mois et des mois. Donc il faut remonter. Là où on habite loin pour venir ouvrir les compteurs d'eau ici au désert. Ondo a une particularité. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui a le courant, des compteurs, il y a une autre partie qui n'a pas l'eau. Donc qui vit avec des pluies. Et ces populations payent les bidons d'eau à 500 francs le bidon. Vous voyez, ceux qui ont des grandes familles, qu'est-ce que cela peut coûter au niveau du panier ménagère? Donc ça nous rassure, la vie du ministre, vraiment de Dieu, ça rassure les populations d'eau. Tout à l'heure, on a même ouvert les robinets, rien ne coule. Et à chaque fin de mois, les gens reçoivent des factures vraiment qui sont exorbitantes, c'est-à-dire 200, 300 000 francs, alors que vous n'utilisez même pas cette eau-là. On a fini par s'adapter, mais il faut dire que nous ne nous résignons pas. Quand on dit qu'on s'adapte, ça veut dire que nous luttons pour, à notre niveau, arriver à obtenir de l'eau. Ce n'est pas la possibilité, c'est-à-dire que ce n'est pas du ressort d'un citoyen d'œuvrer pour avoir de l'eau. Notre interpellation cet après-midi, c'est de dire au ministre qu'il faut que l'État rende de l'eau disponible, rende l'électricité disponible, parce que c'est un des ponts de développement. L'eau et l'électricité constituent des ponts de développement. Le ministre a fort naturellement fait des promesses en reconnaissant les différentes difficultés du groupe Veolia qui semble être surpris par le flux des populations. Mais disons, à la demande des habitants d'Ondo qui sont venus me voir à mon ministère pour des problèmes récurrents d'eau notamment, donc je suis venu m'enquérir de la situation telle que mon devoir me l'oblige. Je crois qu'il y a des manquements qui ont été constatés. C'est un quartier de plus de 10 000 habitants qui aujourd'hui n'a pas reçu une goutte d'eau depuis plusieurs mois. Il est temps de pouvoir prendre les choses en main, le taureau par les cornes, et d'imposer un peu, je crois, la force de l'État. Profitant de sa présence, les journalistes ont saisi l'opportunité pour recueillir l'avis du ministre au sujet du premier grand délestage de l'année. Que la coupure à 1 minute de la nouvelle année a été vécue par l'ensemble du peuple gabonais comme, disons, je dirais pas une insulte, mais presque. Donc je sais que le DG n'est pas là actuellement. J'attends de lui d'une part des explications et d'autre part peut-être des excuses. Donc je crois qu'aujourd'hui c'est le ton de la fermeté, c'est important. Nous avons un partenaire, nous sommes gagnants-gagnants et le peuple gabonais a besoin d'eau et d'énergie. D'un fin à un autre, parlons cette fois-ci d'un accident de circulation qui s'est déroulé au PK5. Un camion de marque Mercedes portant un conteneur a fini sa course avant l'échangeur. Bilan provisoire, un blessé et plusieurs dégâts matériels. On fait le point avec nos confrères de RTN de Libreville. Un blessé et plusieurs dégâts matériels enregistrés, c'est le bilan de cet accident de circulation survenu au niveau de PK5. En effet, il s'agit encore d'un camion de marque Mercedes immatriculé EH042AA
transportant ainsi un conteneur de plusieurs pieds ayant à l'intérieur, selon les propriétaires, plusieurs marchandises. C'est en prenant ce tournant à toute vitesse que la marchandise a certainement été penchée d'un côté. Résultat, plus de peur que de mal. Après le drame de Petit Paris en 2014 qui avait fait plus de 16 morts, 4 ans après, voici un autre cas qui vient interpeller les autorités à prendre les mesures. Car aujourd'hui, la circulation des gros camions en pleine journée inquiète plus d'un. Rendons-nous à présent à l'international. Les mises en garde n'ont pas suffi à le décourager. Raila Ondira, chef de file de l'opposition kenyane, qui rejette toujours la victoire du président Uhuru Kenyatta, s'est proclamé président du peuple. Une stratégie finement calculée pour certains, trop risquée pour d'autres, qui fait craindre un regain de tension. C'est un pas de plus vers la mise sur pied d'un gouvernement parallèle que l'opposant kenyan Raila Odinga a effectué ce mardi 30 janvier. Le parc Uhuru a bel et bien abrité sa cérémonie de prestation du serment en qualité de président du peuple. Pour le leader de la National Super Alliance, devenue National Resistance Movement, il est temps de songer à la constitution de son gouvernement. Les membres du gouvernement parallèle, une fois choisis, pourraient être investis à l'issue d'une convention nationale de l'opposition prévue dans un mois. De son côté, le gouvernement légitime condamne énergiquement ce qu'il considère comme un déni de démocratie. Nous avons un chef d'opposition qui dépasse 70 ans, qui, à mon sens, d'une manière ou d'une autre, aurait dû sans doute se raviver pour réajuster le tir et penser autrement son destin politique. Mais il ne le fait pas. Après le boycott de l'élection présidentielle en octobre 2017, Raila Odinga avait institué un boycott économique, intimant à ses partisans de se soustraire au paiement des impôts et de refuser toute collaboration avec les institutions. Un mouvement qu'il compte prolonger dans l'optique de rendre le Kenya ingouvernable. Qu'il faut aller vers l'apaisement et qu'il ne faut pas envenimer la situation. Et ça, surtout, je crois, grâce à la pression des partenaires internationaux. Il n'y a absolument vraiment rien d'autre à faire aujourd'hui au Kenya que d'essayer de trouver un terrain d'entente entre Raila Odinga et Uhuru Kenyatta pour, à tout le moins, gérer le pays dans le contexte que nous connaissons et avancer vers des élections prochaines, au moins les élections locales, législatives, sénatoriales et puis communales. C'est tout ce qu'il y a lieu de faire. La cérémonie de ce mardi a été reprimée par l'autorité gouvernementale pour qui l'heure est désormais aux questions de développement après une période de crise électorale qui a déjà fait plusieurs dizaines de morts au Kenya. Le Rwanda vise des investisseurs nationaux et internationaux afin de leur encourager à s'installer dans les zones économiques spéciales, notamment à Kigali. La gouvernance planche sur une nouvelle politique foncière. Elle viendra en appui à celle qui a été mise en place en 2010. Afin de lutter contre la spéculation des prix pour l'accès aux terres au Rwanda, le gouvernement, par le biais du ministère du Commerce et de l'Industrie, annonce la mise en œuvre imminente d'une réforme de la politique foncière. Cette politique, qui va profiter aux investisseurs locaux et étrangers, permettra d'avoir des contrats de bail sur le long terme, soit 99 ans, avec comme principal négociateur l'État. Les investisseurs cherchant à créer des usines dans les zones économiques spéciales auront désormais plus de facilité à accéder aux terres dans le cadre d'une nouvelle politique car elle limite les augmentations inutiles des prix des terres. La nouvelle politique permet aux investisseurs d'acquérir un bail à long terme et de s'engager dans la négociation des prix des terrains. L'ancienne politique foncière mise en œuvre en 2010 avait permis au gouvernement de créer 8 zones économiques à travers le pays, en plus de la zone économique spéciale de Kigali. Toutefois, ces zones restaient peu attractives du fait de la disparité des prix d'acquisition des terres d'une zone à l'autre. Pour 1 mètre carré de terre dans le district de Bugesera, par exemple, il fallait dépenser le double voire le triple du côté de Kigali. De prime abord, un accroissement des flux d'investissements directs étrangers au niveau du Rwanda, ce qui pourra venir contribuer à l'accroissement du PIB et même aussi à la transformation des matières premières et de l'agroalimentaire. Parce qu'on a remarqué que depuis que la zone de Kigali existe, les premières entreprises étaient du secteur de l'agroalimentaire, du textile et de la construction. Dans le cadre de cette réforme, le gouvernement prévoit la création du Rwanda Development Board, un organe spécial qui se chargera des négociations avec les investisseurs.
Et en République démocratique du Congo, le prix d'un caveau funéraire peut grimper jusqu'à $20 000. Inadmissible pour les autorités qui pointent du doigt les ONG et entreprises privées. Ces derniers ne bénéficieraient plus de terres et donc de l'exploitation cimetière. République démocratique du Congo, l'octroi des terres au privé pour l'exploitation des cimetières est désormais interdit. Prise par Loumeya Doumalégui, ministre congolais des Affaires foncières, cette mesure est consécutive au constat des prix exorbitants des caveaux dans les cimetières tenus par les privés. Pourtant, la concession de ces terres fait l'objet d'exonération de certaines taxes vu les caractères sociaux qui accompagnent la demande de ces terres. Aujourd'hui, à Kinshasa, il est très difficile, nous dirons même impossible, aux petits peuples d'enterrer leurs proches dans ces cimetières qui est réservé presque aux nantis. Nous sommes ici au cimetière de la nécropole entre ciel et terre dans la commune de Lansele à Kinshasa, environ 25 km du centre-ville. Ouvert il y a 7 ans, c'est un éloquent plan d'aménagement qui y est fait avec un service funéraire de qualité, mais aussi la sécurité des sépultures. Il faudra cependant débourser entre 1 500 à 6 500 $, voire plus, pour avoir un caveau. Des sommes qui sont loin de la bourse des Congolais moyens. Les ONG viennent, elles obtiennent les exonérations. Elles ne payent pas certaines taxes, mais une fois obtenues toutes ces autorisations, elles détournent leur mission en exerçant le commerce. Pour faire face à cette situation qui exclut les démunis d'enterrer les leurs en toute dignité, l'État congolais a décidé que l'obtention des terres à l'exploitation des cimetières fera désormais l'objet d'un partenariat public-privé. Cette décision permettra la baisse du coût des sépultures dans les cimetières du pays. Il faudra cependant que la qualité des services suive, soutient bon nombre d'observateurs. C'est sur ce que s'achève cette édition d'information. Merci de votre fidélité et bonne suite de nos programmes.